aujourd'hui, officiellement, nous allons lancer l'anniversaire de la station, les 90 ans de la station. Vous avez eu déjà le chiffre 90 lors de la descente au flambeau de l'or des Humanitaires et le show organisé par l'Office du tourisme. Eh bien, on continue et toute l'année, il y aura donc un clin d'œil sur les 90 ans de l'Albe, ce qui s'est passé, ce qui va se passer aussi, comment on a pu interpréter le passé, comment on est arrivé aujourd'hui à la station que l'on connaît. Et progressivement, vous verrez qu'on mettra à l'honneur aujourd'hui des personnes et demain d'autres personnes tout au long de l'hiver, de l'été prochain, de façon à n'oublier personne. Mais il est certain qu'à chaque fois qu'on fera un petit clin d'œil, eh bien, tout le monde ne sera pas cité, bien sûr. Il faudra attendre qu'on fasse un bilan un peu plus complet tout au long de l'année. En tout cas, aujourd'hui, quelques slides simplement pour vous parler de ces vœux et faire un petit récapitulatif. Et juste, si tu veux, Pierre, revenir enfin, un petit peu en arrière. Vous voyez en bas à gauche cet espace Alpe d'Huez qui est notifié comme ça. Pourquoi il est espace Alpe d'Huez et surtout pourquoi il a 5 tirets. Il a 5 traits parce qu'il y a 5 stations qui sont aujourd'hui dans le massif des Gondros, historiquement aussi appelé Alpe d'Huez randonnée de ski et ainsi de suite. On a, en accord avec tous les maires du massif, organisé les choses pour que l'espace regroupe toutes les communes, les 7 communes de notre massif, qui servent pour le domaine skiable en hiver et puis pour le domaine de montagne en été. Et donc avec 5 clins d'œil pour les stations qui sont aujourd'hui les stations de ski comme Vaujany, Eauze, Villa-Recula, Oris et Huez. Et du coup, chaque commune parle de son pays, de son point, de son espace. Nous, c'est toujours Alpe d'Huez avec l'étoile, le flocon, pardon. Et par contre, quand on parle d'espace et quand on parle de l'ensemble du domaine, eh bien, on parle de l'espace Alpe d'Huez. C'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus parlant d'abord pour les clients, pour les vacanciers, et puis pour nous aussi, en fonction de ce que chaque commune peut, chacun de son côté, faire toute seule. On vous a mis, juste la slide d'après, on vous a mis le remplissage en rouge comme vous le voyez. En orange, c'est toutes les stations comparables à la nôtre dans le domaine. Les stations de jambes sont des stations un petit peu plus village, un petit peu moins fréquentées. Mais vous voyez que par rapport aux stations sur lesquelles on peut se comparer, station Grandeved, eh bien on est en avance. Et Sébastien nous le disait ce matin lors d'une réunion que l'on a tous les vendredis matins. Eh bien, on est à l'avance de 3,5 points par rapport à l'année dernière, ce qui est déjà pas mal, puisque l'année dernière était une super saison. Et puis vous voyez le pic qui se trouve fin mars. C'est le pic de Tomorrowland, qui explique que la station est remplie fin mars, et ce qui d'ailleurs va expliquer aussi un certain nombre de choses par rapport à ce que vous allez voir ensuite. Donc plutôt une belle prévision, à part la dernière semaine d'avril, où là, j'avoue que nous, on est perplexe aussi par le fait que certains commerces ferment et donnent cette habitude de fermer, ce qui explique aussi que notre clientèle puisse aller voir ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on corrige dans l'avenir, parce qu'on a intérêt à rester ouvert jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas faire que les semaines où on gagne de l'argent. Il faut qu'on arrive à ouvrir sur les ailes de saison aussi. C'est important pour notre économie, puis c'est important aussi pour l'hiver qu'on veut se donner. Une station qui à terme sera une station où on habitera de façon plutôt permanente, plutôt que saisonnière. Ça c'est important, c'est pour ça que dans le paper, en fait, je n'en ai pas mis beaucoup, mais celui-ci est important. Il vous montre que pendant, vous avez entendu autour de vous, et même vous l'avez peut-être fait vous-même, des critiques sur les constructions qu'on a pu faire dans les 13 dernières années. Eh bien, malgré ces constructions, malgré cette recherche de construction de lits touristiques, de lits chauds, mis en location du moins tout l'hiver, eh bien, vous regardez que les lits professionnels, pendant que notre total de lits augmente de 6%, eh bien, les lits professionnels, qui sont les lits d'agences immobilières, les lits
du Club Med, les lits des hôtels, les lits des résidences de touristes, du village vacances, eh bien, ont baissé de 9%. C'est pas rien, 9% sur 10 000, ça fait tout de suite 9 900 lits de perdus. Et c'est quand même beaucoup sur un espace de 13 ans où on a eu le sentiment de construire peut-être beaucoup, mais en tout cas, ce qu'on a construit n'a à peine corrigé la perte que l'on a eue sur l'ensemble des lits d'hôtels. Et puis aussi un autre phénomène qui est lié à la montée en gamme aussi de notre clientèle, c'est pas forcément seulement sur l'AD, mais c'est peut-être un peu plus marqué sur l'AD qu'ailleurs, c'est que là où vous aviez 6 personnes à un moment dans un studio, eh bien aujourd'hui vous n'en avez plus que 3. Et donc on perd des lits de façon presque systématique chaque année. Donc c'est important d'arriver à recréer des lits touristiques qui nous permettent de maintenir une économie, parce que c'est bien ciblé l'environnement, c'est bien ciblé aussi le social, mais par contre l'économie c'est quand même le nerf de la guerre, c'est le nerf de notre avenir. Et heureusement, donc ce qui a compensé cette perte de lits professionnels, eh bien, c'est vous, les propriétaires, qui pour la plupart sont d'ici, parce que pendant le même temps, et qu'on perdait 9%, et bien là vous avez augmenté de 36%. Vous voyez, au total, plus de 1000 lits. Donc on a rattrapé et on a compensé la perte des lits professionnels, et ça c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que les lits PAT, c'est des lits de particulier à particulier. Il y a de plus en plus de personnes qui louent en direct, qu'il y a de plus en plus aussi d'entités, on va dire, comme les Pierres Vacances, Maeva, Cartfun, qui se sont transformés en appartements, et les propriétaires continuent à louer, mais directement ou par biais de conciergerie qu'on voit un peu fleurir sur l'Alpe, et c'est très bien. Donc on compense par ces lits de propriétaires pour arriver finalement à un total d'environ plus 6% sur le présent. Et vous verrez que c'est important par rapport à la fréquentation qu'on va avoir appelée. Et puis dans le même temps, alors ce qui est ici indiqué non commercialisé, ce sont des lits dont on ne connaît pas forcément la structure, c'est-à-dire on les appelle des lits diffus. Ils peuvent être loués, ils peuvent être occupés par les propriétaires, ils peuvent être prêtés, peu importe. L'important c'est qu'il y ait un turnover, et on sait que là-dessus on a aussi un turnover. Mais voilà, sur 13 ans, et sur 13 ans exactement, ce qu'on voulait vous montrer. Et puis la slide d'après, eh bien, elle montre autre chose. Elle montre que pendant qu'on augmente de 6% dans lits, c'est-à-dire pas beaucoup sur 13 ans, par contre, et là, merci à tous ceux qui commercialisent, il y a Anthony, Sébastien, ici, la SATA, l'Office, on a fait un regroupement de toutes nos forces économiques de promotion et de commercialisation, ce qui fait que sur l'ensemble du domaine, là on parle vraiment d'espace Alpe d'Huez, dans toutes les communes, eh bien, on augmente de 68% le nombre de journées skieurs. Donc on n'a pas forcément augmenté nos lits sur l'Alpe, mais par contre sur le domaine, on a commercialisé beaucoup mieux, beaucoup plus fort, et vous voyez la différence, eh bien 68%, quand vous voyez qu'avant-hier par exemple, on a fait 330 000 passages dans la journée, 39 000 personnes sur le domaine, donc c'est vraiment une bonne force de frappe que l'on a maintenant. Alors grâce à qui? Eh bien grâce au fait qu'on se soit structuré sur l'Alpe, mais structuré aussi sur le domaine, avec un logiciel qui s'appelle aussi Mon Séjour en Montagne, qui aide aussi. Mais pas que, c'est aussi parce que la commercialisation entre l'Agrève des Deux Alpes et nous donne une force commerciale qui est importante et nous amène aujourd'hui à ces résultats-là qui sont plutôt intéressants. Alors c'est vrai que quelque part on entend, et c'est bien logique, que du coup on a du monde et puis on a l'impression de faire avec eux pas mal de temps. Eh bien je suis désolé, moi j'ai enseigné le ski pendant quelques années à une époque, je peux vous dire qu'on faisait beaucoup plus avec eux que maintenant, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, la preuve, c'est que vous voyez le nombre de passages et le nombre de remontées mécaniques que prend un skieur dans la journée, eh bien il est passé dans le même temps de 8 à 14, c'est-à-dire qu'on a 14 remontées mécaniques utilisées par une personne par jour, ce qui montre la fluidité de notre domaine. Et malgré le fait que cette année, on a quand même des conditions qui sont particulières, hein, mais bon, il faut aussi se préparer à la transition, c'est ça la transition, ce qu'on voit cette année.
Eh bien, la semaine dernière, sur 12 journées, on était à 11 passages. Donc, vous voyez, on est quand même sur des chiffres qui sont très, très impressionnants. Je reviens juste pour faire un petit passage. On n'a pas fait plus de slides que ça, mais vous avez vu qu'on a eu quelques soucis avec le pic blanc. Et donc, simplement pour vous dire que le travail qui est fait sur le pic blanc est un travail colossal avec des gens qui logent là-haut pendant toute la semaine et qui essaient de réparer un problème qu'il y a eu dû à un phénomène justement de transition qui est le fait qu'un glaçon se soit formé sur carrément la caverne d'arrivée du Pic Blanc. Un glaçon qui certainement était en poids plus de 30 tonnes, puisque quand il est tombé, il a fait remonter le contrepoids de l'appareil qui est de 35 tonnes, et que ce contrepoids a fait des dégâts là-haut, avec des câbles aussi qui ont été à refaire. Et d'ailleurs, je crois que la semaine prochaine, hein, Fabriciel, vous mettez en place à 2007 ils vont vous montrer, pour ceux que ça intéresse, ce que veut dire faire une ébissure sur un câble. Donc à 2007, au départ de 3000, puisque le câble est en train d'être réparé, il a fallu changer un petit morceau qui a été endommagé. Et donc les nouvelles bêtes suivront, et on espère que vers le 15-20 janvier, on pourra continuer à ouvrir le Pic Blanc. Les temps forts, vous les connaissez, je ne vais pas perdre trop de temps. C'était juste pour vous faire un clin d'œil que aujourd'hui, si on remplit beaucoup la station, c'est grâce aussi à tous les événements que l'on peut faire en été comme en hiver. C'est important parce que pour nous, on a un vrai souci aujourd'hui de tarifs et d'hébergement. Je ne sais pas si Laurence est là, présidente du festival, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils sont en train, le mois de janvier, de chercher peut-être une autre station parce que les prix que l'on a au niveau hébergement ne sont plus accessibles pour les personnes du festival. Pour cet été, pour le Tour de France, on va y parler après, on a aussi de gros problèmes pour loger tout le monde, parce que du coup on a beaucoup de monde. Quand on a beaucoup de monde, eh ben, on bosse, tout le monde bosse, et ainsi de suite. Et quand on bosse, on a tendance, eh bien, ma foi, à augmenter un peu les prix. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Et on veut vraiment, et je peux vous dire, on a fait plein de courriers avec Sébastien et Fabrice et Anthony Lassata, pour qu'on fasse attention à ces tarifs dans la vie. C'est pour ça qu'on voulait vous montrer un petit peu. Et il y a beaucoup de temps forts en hiver, ensuite en été. Il y en a beaucoup aussi. Et vous voyez que l'été va être très très bien rempli. Et puis pour finir avec l'événement, on va dire, qui est le plus important pour nous. Après, on finira avec ASO, ce sera plus tard. Mais oui, on peut passer aux travaux. Alors, on y reviendra sur les tables du tour. Là, c'est simplement pour faire un clin d'œil de tout ce qu'on a fini de réaliser. Alors là aussi, on parle de transition écologique. On a fait un centre équestre qui nous a coûté pas mal d'argent. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce qu'on pense que l'été a un avenir et qu'il faut travailler sur l'été, il faut travailler sur les chiens de traîneau. C'est une diversification qui est importante pour nous. Donc, j'en profite pour vous dire qu'à la place du centre équestre que vous voyez complètement à gauche, on a lancé un appel à projet pour un restaurant d'altitude. Si certains d'entre eux veulent se lancer, le principe est simple. Vous nous louez le terrain, vous construisez et vous exploitez pendant 50 ans. Et puis au milieu, thème que sera la place Pagadon cet été. Pour l'instant, on a fini juste avant l'hiver, donc il y a quelques petits arbres qui n'ont pas le temps de pousser aussi vite que ceux qui sont sur la photo, mais qui auront le temps de pousser ensuite. Et puis au Vélac, ce sera une place magnifique en été. Et puis donc, toutes nos rénovations de parking, on a refait tous nos parkings. Le dernier, c'était le parking des Dergers, qu'on a fini cette année. Et puis, on a changé tout le parc d'éclairage public. Et le stade de foot, on le fera, mais après Tomorrowland, c'est ce printemps, parce qu'on ne voulait pas faire un stade tout neuf pour mettre dessus la grande scène. Donc, j'en profite pour vous dire juste l'installation des caméras. Je le dis parce que j'ai vu que les gens entrent dans la salle et je sais que je salue le travail qu'ils font avec ces caméras. Il y a encore pas longtemps, ils ont retrouvé pas mal de personnes qui essayaient de voler dans des endroits de la station. Et du coup, ces caméras sont d'une utilité très très importante pour nous. Il y en a 41 dans la station. Je vous dis pas vous, ça si vous faites des bêtises, vous ne saurez pas. Mais en tout cas, méfiez-vous, vous êtes filmés. Partout où vous êtes dans la station, vous êtes filmés. Et le but, c'est justement, on vient de faire du préventif
et d'essayer d'éliminer tous les problèmes qu'on peut avoir. En tout cas, tous ceux qui rentrent dans un lampadaire jusqu'à présent, on les a retrouvés. Donc c'est plutôt une bonne chose. Un petit mot quand même, parce que vous êtes pour la plupart des gens qui payent des impôts. Alors, cher, pas cher, ça dépend un peu de comment vous voyez la chose. Ce qui est certain, c'est que depuis 2020, notre équipe n'a pas changé les taux. Mais par contre, vous voyez la dette. Intéressant de voir que, à l'heure d'aujourd'hui, en 2026, eh bien, on est aux alentours de 10 millions. La comptable est dans la salle, donc elle me rattrapera si je dis une bêtise. Et on était à 45, donc vous voyez que en très peu de temps, un peu plus de 10 ans, eh bien, on a remboursé une dette qui était importante. Et aujourd'hui, on est en prospective de pouvoir emprunter pour faire de nouveaux projets. En tout cas, c'est ce qui peut se passer dans la vie. Cette dette, elle s'est estompée progressivement pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a vendu quelques terrains, ça ne vous a pas échappé, sur lesquels il y a eu des constructions, le Daria, Oudadis, le Phoenix, puis quelques d'anciennes écoles dans le Véalt. Après, il y a beaucoup de constructions qui se sont faites par des privés. Hein. Mais nous, en tout cas, au-delà de ces ventes de terrain, on a une chose qui nous a beaucoup aidé, c'est quand on a vendu notre scène des Outaris, une scène de logement qui était un calvaire pour la commune, parce que c'était un souci perpétuel de dette constante et qui, chaque année, s'alourdissait. Donc, on a vendu à l'époque la scène Coda, qui a revendu derrière à Alpizer Habitat et SDH. Mais en tout cas, pour les locataires, ça ne fait pas de changement. Par contre, pour nous, je peux me garantir que c'était une très très bonne chose, et pour tous les actionnaires de la SEM aussi, parce que tout le monde a récupéré largement ce qu'il avait mis, voire même beaucoup plus. Mais en tout cas, en plus de ça, vous regardez, la taxe de séjour cette année, en 2025, grâce à tout ce qui a été mis en location aussi chez les privés, bien, on va arriver à 2,5 millions. Donc vous voyez, tout le monde est parti en 2019, mais quand on a commencé en 2009, on était à peine à 500 000. Et puis les taxes remontades et les redevances, c'est ce que nous paye la SATA en fonction des passages, ce qui est reversé à la commune. Donc c'est toujours intéressant de voir que l'augmentation sur 5 ans est de 35%, et sur plusieurs années, c'était bien au-delà. Pour vous donner quelques idées. On ne pouvait pas vous parler quand même de la navette dans la Gmesson. Vous voyez le nombre de personnes que l'on a qui ont pris la navette cet été. 42 000 personnes sont montées dans la navette pour monter ou pour descendre. C'était une vraie réussite. Alors ça a un côté super de monter, parce que c'est pratique pour les bateaux, c'est pratique même pour ceux qui montaient manger au restaurant. C'est pour ça que d'ailleurs on a racheté le restaurant avec SATA. Les murs sont à la mairie, et SATA a racheté le fond pour l'exploiter nous-mêmes et pour qu'on puisse faire plein de choses là-haut. Mais c'est vrai que le côté pervers, un peu contre à l'inverse, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qu'on emmène dans la nature et qui ne savent pas vraiment comment il faut se comporter, et qui ont besoin, et pour occuper des espaces naturels sensibles et naturels de ville de tout loisson, eh bien, je peux vous dire que l'important, c'est d'embaucher des sensibilisateurs, des personnes qui sont en capacité de venir, d'expliquer, et puis quelquefois de donner des bases de ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans des espaces aussi sympas et aussi beaux que le lac Mosson. Et donc, je vous disais, on va finir tout ce petit PowerPoint de la commune en fêtant nos 90 ans, et simplement en rappelant qu'en 1936, et bien sûr, vous verrez tout à l'heure des images aussi de Jean Tomagassi qui a créé la société Thomas, avec le premier téléski sur les clauses. Ensuite, eh bien, il y a beaucoup d'événements qui reviennent régulièrement. Le triathlon fêtera ses 20 ans en 26. L'année dernière, on a fêté les 20 ans avec le jumelage avec Bormio. Et puis l'Olympique d'Huez, c'est son 25e mondialito, et la 30e édition du Festival de comédie. Ce qui est quand même pour nous un signe de bonne santé, c'est que les événements se reproduisent d'année en année. Et c'est toujours aussi sympa. La marmotte, ça sera combien d'années ?
quarantaine d'années. Donc vous voyez, normalement, ça part plus. Seulement c'est pour ça, pour la famille. On n'était pas sûr. Et puis pour fêter le dernier, c'est ASO, et là un grand merci à Christian Prudhomme qui adore l'art parce qu'il a apprécié ici. Et en fait, il a ce super souvenir de son moniteur qui était à l'époque Raymond Sarret sur la piste des idiots, sur l'éclose. Et donc le Tour de France cette année, avec l'étape du Tour amateur le dimanche, juste avant les 2 journées, du 24 et du 25 juillet. Donc le 24, c'est l'arrivée depuis Gap, on va dire, les 21 virages mythiques et la route habituelle qui avait déjà été prise la dernière fois. Par contre, le lendemain, c'est une première avec un départ de Bourg qui va suivre effectivement le parcours de la Marouette. À une exception, c'est que lorsque les coureurs et surtout la caravane va arriver au barrage du Chambon, la caravane va filer sur Paris pour être le lendemain opérationnel pour l'arrivée sur les champs. Et nous, eh bien, les coureurs vont monter dans la vallée du Ferrand, une montée qui sera en pleine nature et volontairement qui sera privée pratiquement de spectateurs. On ne veut pas qu'il y ait de personnes qui fassent rouler des pierres sur les coureurs. On veut garder aussi cet aspect un peu sauvage de ces derniers virages, du moins de l'autre côté du col de Sarenne. Et donc qui viendra arriver sur l'Alpe par donc les Vergers, qui redescendra par l'entrée Est et qui remontera par les 3 derniers virages. Chose que ne feront pas d'ailleurs les amateurs le dimanche d'avant, puisque ça nous ferait couper la route toute la journée, on ne peut pas le faire. Donc les amateurs, quand ils arriveront au Verger, ils iront directement sur l'arrivée du Tour. Et puis, donc un clin d'œil, parce que ça se marque quand même. 52, premier Tour de France, prostocopie ici, et puis l'année prochaine avec les 2 étapes du Tour, plus les filles. Si vous rajoutez tout ça, eh bien, on sera à 74 ans d'histoire du Tour de France. Et sur les 74 ans, eh bien, on en a 37 qui seront des années avec une étape. Donc une étape, une année sur 2, c'est quand même pas mal. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de communes qui peuvent se prévaloir d'une capacité comme ça à organiser un Tour de France. Et cette année, 2 jours de suite, c'est historique. 5600 mètres de dénivelé, donc bonjour les amateurs. Les 16 000 inscrits se seront inscrits en 22 minutes. Bon, il y a eu beaucoup de tour opérateurs comme on peut profiter au passage. Mais voilà, c'est une belle semaine qui s'annonce pour nous sur la place. On va cette année, et en début d'année, aujourd'hui, fêter 2 personnes. 2 personnes qui je vais inviter à monter sur scène, mais avant ça, dire que ce sont des personnes qui ont beaucoup œuvré pour la station, qui depuis toujours se sont investies dans l'ombre, on va dire, en plus, puisque c'était des personnes qui avaient tendance à fouiller le sol de l'Alpe d'Huez. Ils l'ont fait avec discrétion, avec une volonté de bien faire. Ils nous ont apporté plein de bonnes choses pour l'Alpe. Et surtout un musée, classé musée de France, et puis des fouilles, un site de fouilles de brandes historiques. Donc je vais les inviter à monter sur scène, on va leur donner un micro pendant qu'ils vont commenter leurs images. Marie-Christine Baillet-Mat et Flavien Ferranza. Montez sur la scène. Marie-Christine, Flavien, c'est parti. Pierre va vous lancer votre petit PowerPoint, vous avez tout ce qu'il faut. Et bien voilà, il est derrière vous. Vous êtes à l'honneur aujourd'hui, ça nous fait vraiment plaisir de vous mettre à l'honneur, parce que des personnes comme vous, discrètes, qui font le travail et qui sont toujours là, sur lesquels l'Alpe d'Huez a toujours pu compter, c'est beau, et bravo, et merci, et à vous. Merci, on est en face par là pour Padien et moi, mais on est plus heureux, vraiment peur de voir que vous vous avez invité à cette cérémonie des 2. Je suis de pouvoir présenter un peu ce qu'on a fait, effectivement. Bon, maintenant on arrête, hein, donc c'était le moment de faire un bilan. Voilà, donc on va essayer d'être rapide. Donc moi je vais vous d'abord parler d'archéologie.
et puis 2-3 mots sur le musée. Et Flavien prendra le relais pour parler tout ce que le GEMA, dans notre association, il est associé au site archéologique, a fait aussi dans le cadre des activités de la commune. Donc, connaissez tous l'Argenteria des Bandis, hein, voilà. Donc, c'est un site qui faisait 1 kilomètre de long, depuis la base en pâte de l'image la grande canalisation là-haut et la cabane de berger actuellement. Donc voilà, un site qui fait 1 kilomètre de long, qui est assez exceptionnel. Enfin, pour le moment, il est encore unique en Europe. Donc, on peut le dire, voilà. Et puis, parce qu'il y a un nombre de vestiges très complémentaires et impressionnants. Donc, voilà. Alors, les débuts d'Aventure, c'est 1967. Donc, nous aussi, on fête un anniversaire. Parce que pour avoir une autorisation de fouille, il faut s'y prendre 1 an à l'avance. On dépose des dossiers, ministère de la Culture, service régional de l'archéologie, enfin tout ça, quoi. Voilà. Et on a commencé à faire le premier dossier en 1976. Et les fouilles ont commencé en 1977. Donc c'est aussi une grande aventure qui a occupé une bonne partie de nos étés en particulier, mais pas que, parce qu'il y a tout ce qu'on appelle le poste de fouille qui se fait aussi le reste de l'année. Donc vous voyez, 38 campagnes de fouilles, 61 maculés, 2000 fouilleurs, 3600 non les fouilles. Voilà. Donc ça vous donne une petite idée, rien que du travail sur le terrain. Hein, sans parler du poste. Le micro. Ah, pardon. Yo, je suis pas habitué. Donc voilà. Alors, effectivement, la fouille a duré de 1977 à 2015, mais elle n'est pas finie. S'il y a qu'un temps un jour, il y a encore un potentiel très important. En principe, on ne fouille jamais tout sur un site. Si on peut se passer de tout fouiller, pour en laisser pour les archéologues futurs, il y aura d'autres techniques que celles que nous, on a dû mettre en place. Et donc, voilà, on a quand même fouillé pas mal de choses, mais pas tout. Et donc, vous voyez la péduaise maintenant, et là. C'est une photo qui date de 1901, par Hippolyte Muller, qui est le fondateur du musée dauphinois et qui avait donc fait des photos du site archéologique. Le premier a fouillé Brande, et toutes les petites cuvettes que vous voyez à gauche, ce sont des maisons. Ce que vous voyez là, c'est une gabri de mine avec une voie de traînage de traîneau dessus pour charrier le minerai. On a des archives, ce qui est assez exceptionnel. Hein. Et puis le minerai extrait, c'est du plomb et de l'argent et du cuivre. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle l'Argenteria des Brandis. Au suivante. Ah, c'est fini. Oh, bon. Ah, je sais plus, attends, il y a d'eau, il faut railler. Donc voilà, je disais que c'était un site un peu exceptionnel parce qu'il y a une complémentarité de vestiges importants. Ce que vous voyez à gauche, c'est une fortification d'un type un petit peu particulier qu'on ne retrouve pas d'habitude au sud de la Loire. Ce que vous voyez à droite, c'est l'église. Hein. Il y a une église paroissiale, Saint-Nicolas de Brande. Voilà. Suivant. Et surtout, c'est ainsi. Alors, il y a un habitat, il y a les mines, les ateliers, coûteraient des minerais. Et puis, ces fouilles ont livré un certain nombre d'objets. Alors, les objets du quotidien, les petits tessons céramiques, enfin, les clous, les fers à chevaux, les fers à mouler. Mais on a aussi trouvé un certain nombre d'objets exceptionnels, vraiment exceptionnels, comme une reine d'échecs à gauche, des boucles de ceinture, ce que vous voyez, des deux boucles, voilà, qui font. Ça me donne une idée, surtout ce que je vais montrer avec cette image-là, c'est montrer que les mineurs, c'est pas des gros balourds qui se font dans mine, enchaînés, agacés du caillou, pas du tout, ça n'a rien à voir. Les mineurs au Moyen-Âge a un bon statut social, surtout les mineurs d'argent, et donc ces objets-là vous montrent un petit peu, vous voyez la chaussure, un éperon qui dit éperon des chevaliers, des chevaliers, à cette époque-là. Donc voilà, et puis ce que vous voyez à droite, c'est un briquet, quelques modèles, une hache de G, c'est une arme. Hein, ce que vous voyez là-haut. C'est pas pour couper du poids. Donc voilà, ça vous donne une petite idée en quelques objets du statut des mineurs au Moyen-Âge. Alors, parallèlement à la fouille, et à partir d'un certain temps, dans le cadre du musée, on a publié un certain nombre de brochures, vous les voyez là. Maintenant, elles sont encore en vente au musée, sur celles qui sont épuisées. Celle-ci doit l'être encore. C'est un catalogue d'exposition. C'est l'année où on a fait l'exposition sur l'exposition archéologique. Voilà un petit peu les différentes publications. La dernière, 2024, c'est celle qui fait un récapitulatif finalement de tout ce qu'on connaît, toutes les analyses qui ont pu être faites en parallèle de la fouille archéologique.
Alors on passe au musée en peu de trois mots. Le musée, c'était aussi un événement à l'Alpe d'Huez grâce à Victor Moulin, qui était l'adjoint au maire à l'époque et qui m'a beaucoup épaulé. Parce que moi, je voulais faire un musée. Alors, au départ, c'était un musée archéologique. Et puis, la commune a décidé de suivre le projet, et de faire un musée archéologique et ethnologique. Hein, et c'est la commune qui a souhaité qu'il y ait les deux. Et ça, c'est la réunion 1980. C'est la réunion de création du musée. Alors, bon, une seule femme, ça me donne une petite idée. Mais voilà, vous aviez ici tout l'aéropage de la direction des affaires culturelles, voilà, des archives, enfin, vous aviez tout un tas de gens importants. Et en 80, on a décidé, c'est-à-dire la création du musée, qui lui n'a été inauguré qu'en 1982. Il fallait 2 ans pour le préparer. Donc au départ, il était là. Il a été labellisé Musée de France en 2002. Donc c'est une garantie de qualité sur la gestion des collections, la nature des collections présentées. Et ça, c'est les différentes expositions qu'on a fait dans le cadre du musée. Alors au début, on faisait une exposition par an, et puis on s'est vite épuisé parce qu'on n'arrivait pas à faire des catalogues suffisamment fournis, documentés. Donc on a fait une exposition tous les 2 ans, et on cotisait à chaque fois un catalogue, si vous avez vu juste avant. Alors, Imadiapa pousse pas, c'est les dernières expositions. Nous, on n'était pas dans l'affaire, hein, il va y avoir du sport. Et le spectacle de la longue taille, c'est les 2 dernières expositions dans le musée et qui ont été faites par d'autres. Alors, donc, on a les différents catalogues dont je parlais. Hein, voilà. Et la plupart doivent être encore en vente au musée. Voilà. Si certains, ça les intéresse, pas hésiter. Alors, le site archéologique est suffisamment connu et reconnu pour qu'on ait eu une année une délégation japonaise. Ils sont venus pour voir 2 sites. Un site en Allemagne et Pang. Donc c'est quand même bon, voilà, c'est bien. Nous, on était très contents de voir effectivement cette délégation japonaise venir voir le site de Brandt. Voilà, et puis voilà. Alors après, je passe la parole à Flaya. Bonsoir. Oui, donc cette fouille administrativement était dirigée par Marie-Christine, mais elle a créé une association à côté, le GEMA, le groupe d'études des mines anciennes, pour assurer la gestion pratique et financière de l'ensemble de ce projet. Donc, sous sa l'égide de l'association, donc on faisait des portes ouvertes pendant les campagnes de fouille. On faisait également des animations au moment des journées du patrimoine. Et également, depuis quelques années, sont créées des journées européennes de l'archéologie et on fait des visites guidées donc, dans le cadre de cette opération. Donc ce sont des visites qui regroupent 20-25 personnes et en fonction, on fait X visites dans la journée. Ça a été aussi l'occasion de faire une fête médiévale. Faire une fête médiévale à l'Alpe d'Huez, c'est un peu original. Il n'y a pas de château, enfin construit en dur. Hein. Il y a des télésièges, des téléphériques, des télécabines. Eh bien, c'est quand même quelque chose qu'on a fait pendant 13 ans, comme moment, soit pas fait tout le temps. Et c'est une fête médiévale qui a vu une excellente renommée. De par, je dirais, des troupes, hein, parce que c'était des troupes de qualité. Là, c'était quelque chose de très important au niveau des troupes qui souhaitaient revenir à l'Alpe d'Huez parce que, intrigué la première année, de bouche à oreille, voulait revenir parce que c'était super. Et le public était à l'écoute de cette, au diapason de la qualité de ces troupes. Alors, bien sûr que ça, c'est fait avec l'Office du tourisme. Il ne faut pas oublier les directeurs des offices du tourisme à l'époque, qui nous ont accompagnés fortement autour de cette fête médiévale. À l'occasion de cette fête médiévale, on a aussi voulu faire des animations, des ateliers propres au GEMA. Donc, on présentait une dizaine d'animations tenues par les fouilleurs pendant l'été, où les enfants et les adultes avaient accès au blason, au sceau, etc. On voulait aussi participer au festival de la BD.
Hein. Et donc, à l'occasion de ce festival, eh ben, on a fait des expositions sur le thème qui nous est cher, la mine et la métallurgie, à partir des illustrations, des illustrateurs, hein, avec leur autorisation. Et on a fait, on le voit de façon très simple, des panneaux là, qui nous ont permis de participer, et sur cet aspect minier et BD, à l'opération. Et vous voyez par exemple sur la droite une Picasse spécifique au Géma et aux fouilles de Brande de Fabien Lagaffe, et la carte pendant, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années. On a travaillé aussi avec le comité de jumelage, hein, avec Marie-Thérèse Cléo particulièrement, pour faire des documents pour montrer l'aspect vraisemblable entre Bormio et l'US, un peu de l'US, puisque Bormio aussi a des mines. Hein, on retrouve le vélo, on retrouve tout ça, et donc on a fait une exposition de panneaux là qui montre une présentation commune des deux entités qui avaient été présentées il y a quelques années, et on avait organisé aussi avec eux des visites de Brande et puis de la voie romaine de Roche-Tallier, tout ça avec des communications bilingues pour pouvoir effectivement permettre d'accompagner ce jumelage. Avec Gilbert Ancel, hein. Merci, il faut tous. On a fait donc la partie de petite exposition sur le maquis Loisan et sur la fameuse épopée des aviateurs américains, hein, qui est visible au musée. Avec aussi Marie-Thérèse Cléo et Jumelage, on a participé à des animations de périscolaire. Hein, on en a fait sur les sceaux et on en a fait sur les blasons, et ça, on les a fait avec les enfants à l'occasion de la visite des visites des enfants à Bormio, pour les Olympiades de Bormio, où là-bas ils ont l'habitude des quartiers, etc., qui circulaient, et là les enfants avaient chacun leur leur blason du quartier dans lequel ils habitaient. Et aussi été créées les richesses culturelles de Loisan. Et donc le musée participe, puisque, comme vous le savez, en Loisan, dans un petit territoire, comme pour le petit, mais il y a 10 musées, hein, donc c'est pas rien, 10 musées, 11 maintenant, puisque le Jardin du Lotarvé s'est associé à Loisan, donc au musée, et vous avez là quelques présentations de choses qui ont été faites sur cette affaire. Et puis là, il est disparu celui-là. Non. Le problème des remerciements, c'est jamais si on remercie tout le monde. Hein. Je ne sais pas si vous avez relu que là, il y a eu... Bon, bien sûr, on remercie les maires successifs, parce que là, une grande partie du terrain est en propriété de la commune. Il fallait aussi d'abord l'accord du propriétaire de terrain pour faire des fouilles. Hein, voilà. Et chez Fiertion, on a mis ce petit pétard, c'est à destination de la SATA. Parce qu'en particulier avec Christian Creverdel, il nous a donné sacré coup de main en faisant péter des rochers, là où on ne pouvait plus avancer dans les mines. Et vraiment, à plusieurs reprises, il a contribué. Voilà, ça c'était la SATA. Voilà. Merci Marie-Christine, merci Xavier. C'est simplement parce que vous avez que 50 ans d'histoire partagée, alors qu'ils finissent avec les fêtards de la SATA, hein, donc il y a moins de besoin maintenant pour la neige. Alors, on ne peut pas rester là avec vous deux, puisque avant que vous preniez un peu de recul, on a souhaité vous faire un clin d'œil complet aujourd'hui. Et avec les personnes que vous connaissez, on va vous offrir un petit cadeau. Et puis aussi, on va vous donner un diplôme, le diplôme de citoyen d'honneur de la commune d'Huez. Donc, un chacun, bien sûr. Même si vous êtes sur le même toit, il y en a 2. Un petit bouquet pour Marie-Christine de la théâtre par Dubois. Et puis, c'est un regard. Ah mais ça c'est la culture, hein. Des fois les sens.
Donc, et puis on vous a offert un petit panorama de la station qui vous plaira, je pense. C'est une photo qui a été prise par Frédéric Cruciani et qu'on a fait monter pour vous et qu'on récupérera après. Si tu veux te tourner, Nathalie, peut-être pour le montrer à tout le monde, parce que bon, voilà. Faites une petite photo ensemble, Père, monte sur le podium. Allez, Denis, monte sur le podium aussi, viens. On va faire vos photos vite fait, Nathalie tout rester, en tant que responsable culture. Allez, on se fait une petite photo et je vous remercie de les applaudir encore une fois. C'est un clin d'œil pour Marie-Christine et Fabien. Pendant qu'ils descendent et qu'on va s'organiser pour le petit film qui va suivre, je voudrais simplement faire un petit retour en arrière. Tout à l'heure, vous avez vu dans le diaporama de début, vous aurez l'occasion de le parcourir aussi à la fin de cette soirée, puisqu'on va laisser tourner aussi avec toutes les images. Et si certains d'entre vous ont besoin de venir regarder où était son immeuble, à quelle époque il a été construit, et ainsi de suite, eh bien, Gilbert, qui connaît tout Paris, qui a la mémoire de la commune, pourra vous donner quelques tuyaux. Mais en tout cas, je voulais citer deux choses. D'abord, dire que la sortie du tunnel que vous avez vu tout à l'heure, et je vois qu'il y a les collègues d'Oz qui sont là, donc à tout honneur, tout seigneur, tout honneur. La sortie du tunnel est sur Oz, et donc quand il a été percé sur la commune d'Oz pour ce côté-là. Donc un clin d'œil pour Oz. Et puis l'autre, c'est à un moment, vous verrez, si vous ne l'avez encore pas vu, eh bien, lorsqu'on parle de Notre-Dame-des-Neiges, on a mis une photo de Jean-Paul Imbert, l'organisme qui nous a quittés cette année, qui était titulaire de l'orgue de Notre-Dame-des-Neiges, qui a aussi beaucoup œuvré pour la station. C'est une personne qui malheureusement nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et donc on voulait simplement faire un clin d'œil à cette personne, bien sûr, mais aussi un autre qui est enterré sur le cimetière de la Garde parce qu'il voulait avoir un œil sur l'oiseau. C'est Yap Proten, celui qui a eu l'idée de construire Notre-Dame-des-Neiges, fait qu'il a été fait aujourd'hui. À l'époque, il fallait y penser, il fallait le faire, et surtout, il fallait le financer. Eh bien, Yap y est arrivé. Et franchement, bravo à tous ceux qui ont œuvré aussi pour que Notre-Dame-des-Neiges continue de nous faire vibrer aujourd'hui avec un orgue fantastique. Ce dernier petite projection, se veut un zoom sur certaines années. Donc ça sera intéressant tout à l'heure si vous voulez venir. Donc c'est de 48 à 2018. C'est de 48, voilà où était la station. Vous voyez, l'avenue du Riffnel n'existait pas. C'était déjà un peu plus compliqué à s'y retrouver, mais il y avait toujours les 3 derniers virages du Tour de France. Il n'y avait rien sur les bergers. Il n'y avait presque rien sur le haut. Il n'y avait aucune remontée mécanique côté berger. Tout ce que vous voyez, c'était des champs qui étaient pour la plupart cultivés. Il y avait bien sûr très peu d'arbres. Des zones humides, ça existait toujours déjà. Et puis surtout la promenade Clotet-Collant qui était au milieu et qui n'est pas pensé à ce qu'un jour on fasse l'avenue du Riffnel. Il n'y avait rien sur les bergers. Vous voyez l'avenue qui est au milieu et puis le palais des sports qui était en construction. On est à 52. Après, on va passer à 68, je crois. Et là, où bien sûr, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Il y a encore un altiport qui a été récemment construit pour certainement les Jeux, avec aussi l'altiport qui était sur le Riffnel avant. Et puis, vous voyez la plateforme du haut. Là-haut, c'était la construction pour l'arrivée du bobsleigh avec la cabane de Bob. Et donc, tout ce qui allait avec les Jeux Olympiques et le BOM. Il n'y avait toujours rien du côté des bergers, si ce n'est peut-être une petite construction des éternaux avec
Roland Lazuel, et c'est là où se produisait une petite course de voiture que Bouillon Sabine nous disait l'autre jour qu'il avait gagné cette montée vers l'Altiplort. Donc ça c'était 68. Et puis derrière, ben, vous voyez, ça se conforte petit à petit avec la construction là, du Palais des Sports et le terrassement. Notre-Dame-des-Neiges est déjà construit. Vous avez la patinoire extérieure, la piscine telle qu'elle est aujourd'hui, l'ancien bâtiment du Sporting, où tout le monde se regroupait un petit peu le soir. Et puis, toujours rien vers les bergers, puisque les bergers, c'était en 86 avec le Club Med. Mais là, par contre, il y avait déjà un petit téléski qui remontait des bergers en direction du haut de la station. Donc, pour remonter les personnes qui arrivaient du hors-piste, finalement, qui se faisait sur la Moire. 98, déjà un peu plus les bergers, déjà, construit en 86 avec le Club Med, et puis après dans la foulée avec les années 90 sur les bergers. Le Palais des Sports, le terrain de foot qui prend forme, le Palais des Sports qui est là, le circuit de conduite sur glace qui était donc, on a supprimé un peu plus tard. Et puis là déjà les premières remontées mécaniques qui se trouvaient à l'occasion du Club Med, avec un petit télésiège qui permettait aux gens de remonter au club à droite, et puis les petits téléskis des bergers. Et puis les petits téléskis aussi qui montaient, avec le Richnel, on voit la trace du téléski ici. Et l'avenue du Richnel qui prenait forme, il n'y avait encore pas le parking du haut. Et puis progressivement, eh bien, vous allez voir celle d'après, celle de 2012, qui est déjà un peu plus proche de nous, avec les chalets d'Altiport qui ont été construits en 2001. Et puis derrière, le Maeva vers les bergers, le parking des bergers qui était construit juste après, le centre commercial des bergers qui n'a pas beaucoup bougé. Et puis, un terrain de foot qui prend un petit peu plus de forme, puisqu'il a été fait en 2008, en synthétique. Et puis voilà, ça vous donne une petite idée, et puis ensuite, à la fin, 2026, vous connaissez. On va simplement remercier Madame Lesage qui nous a permis d'utiliser ce film, et puis remercier tous ceux qui ont participé à monter cette soirée, notamment Pierre Desmarais qui est ici. C'est lui qui a pissé. C'est lui qui vient ici, comme il a dit en musique, aussi une partie de toutes les expositions du musée. Donc c'est un habituel, il fait aussi dans le théâtre. Il est comédien aussi à ses heures. Donc c'est un polyvalent. On remercie, merci Pierre, merci bien sûr à toute l'équipe de la culture, avec Denis Delage, le vice-président de la culture, qui s'occupe donc de toute cette partie avec Nathalie, qui se cache toujours et qui n'aime pas se montrer. Et puis Gilbert, bien sûr, qui travaille tout le temps sur le maquis de Loisan. Et puis, bien sûr, Guillaume, qui vous a tout à l'heure présenté le film qu'il a pu finir aujourd'hui même. Et je ne vais pas finir cette soirée sans vous dire deux choses. D'abord, remercier toute l'équipe de la cantine qui commence à servir à boire et qui vont pouvoir, vous allez pouvoir fréquenter juste après si les verres commencent à être pleins. Donc, merci à la cantine. Et puis, bien sûr, finir en vous souhaitant au nom de toute la direction de la SATA, de toute la direction de l'Office du tourisme et la direction de la mairie, une très très belle année 2026, qu'elle vous apporte du bonheur, la santé, beaucoup de ski, beaucoup de temps à passer à l'Alpe d'Huez sur les skis et en vélo. Et pour déjà ce soir, passer une bonne soirée. Merci de votre présence à tous. Et si vous voulez avoir quelques renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à venir voir Gilbert, la mémoire de notre station. Merci de votre présence, merci à vous.